Chapitre 11. Mes travaux auprès de Bronicky ne se limitaient pas à ses entreprises financières. Je l'assistais aussi dans l'élaboration d'une martingale qui devait lui permettre de remporter une victoire écrasante et définitive sur les casinos. Cette place forte qui demeurait imprenable et contre laquelle il rêvait de lancer un ultime assaut. Stas plaçait une roulette sur la table de bridge et jetait la boule, allant jusqu'à crier « Rien ne va plus !» pour plus de réalisme. Cri qui me paraissait du reste jaillir de cette profondeur obscure de l'âme que l'on appelle le subconscient. La seule contribution que je pouvais apporter à cette recherche désespérée d'un système était de retenir par cœur l'ordre des numéros sortants et de les réciter ensuite 10, 20 fois, afin que Stas pût y déceler quelques clins d'œil du destin. Cependant que je guettais sur son visage bardé de favoris la mort du rêve. Au bout de quelques heures de cette poursuite du bleu, il s'épongeait le front et murmurait. Je crois, mon petit Ludovic, que j'ai présumé de vos forces. Nous reprendrons cela demain. Reposez-vous afin d'être au mieux de votre forme. Ma compassion et mon envie de l'aider devinrent telles que je me suis mis à tricher. Je savais que ce que le comte cherchait dans mes récitatifs étaient des numéros et des combinaisons de numéros qui se répéteraient dans un certain ordre. Peu conscient des conséquences que pouvait avoir ma bonne volonté fort mal placée, j'entrepris de réarranger les numéros sortants, un peu comme des participants aux séances des tables tournantes qui ne peuvent s'empêcher de pousser la table afin d'entretenir l'illusion. Ce fut une catastrophe. S'étant fait réciter plusieurs fois de suite les numéros que j'arrangeais en série, Stas Bronicky prit soudain un air que je ne puis qualifier autrement qu'halluciné. Demeura un instant figé, son crayon mine à la main, tout zagué, comme s'il entendait quelque divine musique. Puis, m'ayant invité d'une voix rauque d'émotion à recommencer ma récitation, ce que je fis aussitôt avec la même mauvaise foi bien intentionnée, il asséna un coup de poing formidable sur la table et tonna d'une voix dont ses ancêtres devaient accompagner leur charge, sabre au clair. « Courroie Mac, je les tiens, ces salauds, je vais leur faire rendre gorge. » Il se leva d'un bond, quitta le bureau et, dans mon innocence, je me sentis tout heureux d'avoir fait une bonne action. Ce soir-là, Bronicky perdit 1 million au casino de Deauville. J'étais auprès de Lila, le lendemain matin, lorsque le comte revint à la maison. Podlovski nous avait prévenus du désastre 1 heure auparavant, en ajoutant « Il va encore se faire sauter la cervelle ». Lila, qui buvait son thé avec des tartines au miel, ne paraissait pas trop émue. « Mon père n'a pas pu perdre une telle somme. S'il l'a perdue, c'est que cet argent n'était pas à lui, donc il n'a perdu que des dettes. Il doit se sentir soulagé. » Ces Polonais-là étaient vraiment de cette solidarité admirable qui avait permis à leur pays de survivre à tous les désastres. Alors que je m'attendais à voir Genia Bronica en pleine crise d'hystérie, avec coups de téléphone au médecin et évanouissement, dans ses meilleures traditions scéniques, je la vis descendre, en déshabillé rose dans la salle à manger, le caniche sous le bras. Elle vint donner un baiser sur le front de sa fille, me lança amicalement un bonjour, se fit servir du thé et déclara « J'ai mis le revolver dans mon coffre-fort. Il ne faut pas qu'il le trouve. Il nous ferait la gueule pendant 1 semaine. Je ne sais pas si c'est au Potoki, au Sapietcha ou au Radziwill qu'il a emprunté cet argent. Mais enfin quoi, une dette de jeu est une dette d'honneur. Ils doivent bien comprendre ça. Alors que ce soit l'un ou l'autre qui la paye, ce qui compte, c'est que la noblesse polonaise demeure fidèle à ses traditions. » Tad descendait l'escalier en bâillant, en robe de chambre, le journal à la main. « Qu'est-ce qui se passe ? Maman a l'air tellement calme que je crains le pire. »« Père s'est encore ruiné, » dit Lila. « Ça veut dire qu'il a encore ruiné quelqu'un. Il a perdu 1 million à Deauville, cette nuit. »« Il a dû rafler les fonds de tiroir, » grommela Tad. La femme de chambre venait d'apporter des croissants chauds lorsque Stas Bronicky fit son entrée. Il était hagard. Derrière lui,
Mr. Jones, impeccable, portait son manteau, et l'homme à tout faire, Podlowski, bleu de poil, semblait avoir 2 fois plus de mâchoire et de menton que d'habitude. Bronicky nous contempla tous en silence. « Est-ce que quelqu'un ici peut me prêter 100 000 francs ?» Son regard vient s'arrêter à moi. Tas et Lila éclatèrent de rire. Même le brave Bruno eut du mal à cacher son hilarité. « Asseyez-vous, mon ami, et prenez une tasse de thé, » dit Guénia. « Bon, mettons 10 000 ? Stas, je vous en prie, » dit la comtesse. 5 000, gueula Bronicky. Marie, faites-nous chauffer encore des croissants et du thé, dit Guénia. 1 000 francs, nom de Dieu, brailla Bronicky avec désespoir. Archie Jones mit la main à l'intérieur de sa vareuse et fit un pas en avant, en tenant avec précaution le pardessus à carreaux du comte. Si monsieur veut bien me permettre, 100 balles. 50-50, naturellement. Bronicky hésita un instant, puis saisit le billet de la main de son chauffeur et se rua dehors. Podlowski leva les bras et les épaules dans un geste d'impuissance et le suivit. Archie Jones nous salua poliment et se retira à son tour. « Eh bien, voilà, » dit Genitcha avec un soupir. « Les Anglais sont vraiment les seuls gens sur lesquels on peut compter. » Je devais entendre souvent cette phrase, dans des circonstances bien différentes. Chapitre 12. Je ne sais si ce furent les princes Sapietcha, les princes Radziwill ou les comtes Potoki qui avaient fourni à mon employeur les fonds perdus grâce à la martingale dont je fus si innocemment responsable. Mais au cours des jours suivants, le manoir des Jarres fut envahi par des gentlemen polonais dont l'extrême distinction s'accompagnait de jurons dignes de voyous. Des termes tels que « cet enfoiré de Bronicky »,« cette merde sur pied » et « ce fils de pute » pleuvaient de toutes parts. Et c'est tout juste si les mêmes propos ne tombaient des lèvres du colonel des chevaux légers Jan Bronicky, sur le portrait déjà mentionné. Les plus grands noms de la Pologne semblaient s'être abattus sur le malheureux vaincu de la roulette, qui faisait face à la tempête avec le plus grand flegme, comme il convient aux citoyens d'un pays habitué à renaître de ses cendres. Son argument demeura inébranlable. Il lui avait manqué un autre million que son système exigeait afin de faire sauter la banque. Si on voulait donc bien lui avancer 2 millions, il repartirait au combat et, dès le lendemain, ses imprécateurs seraient les premiers à lancer en son honneur les hurrahs de la victoire. Mais il semblait bien que, pour une fois, même les plus vaillants des patriotes polonais baissaient pavillon et perdaient confiance dans la victoire. Bronicky tint avec son homme à tout faire de longs conciliabules, auxquels je fus convié, bien qu'il n'y eût point besoin de calcul. Le seul chiffre émergent de tout ça étant ce gros bêta, le 0. Il fut décidé de vendre les bijoux de famille que Bronicky alla réclamer à sa femme. Il se heurta à un refus. Lila, qui avait assisté à la scène, bien calée dans un fauteuil et mangeant des marrons glacés, « Puisqu'on allait être pauvre, autant en profiter », me raconta en riant que sa mère avait fait valoir que les diamants et perles en question lui ayant été offerts par le duc d'Avila, alors que celui-ci était ambassadeur d'Espagne à Varsovie, il eût été immoral pour elle de s'en séparer au profit de son mari. Encore une fois, comme toujours dans notre famille, on pense d'abord à l'honneur, fut le commentaire de Thad. Il ne restait plus qu'une position de repli pour le dernier des chevaux légers, le retour dans ses propriétés en Pologne, lesquelles étaient imprenables par l'ennemi, faisant partie d'un patrimoine historique sur lequel veillait jalousement le régime des colonels qui avait succédé à celui du maréchal Pilsudski. Le château et son domaine étaient situés à l'embouchure de la Vistule, dans ce corridor polonais séparant la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Hitler en réclamait la restitution, ayant déjà fait installer dans la ville libre de Danzig un gouvernement de nazis.
La propriété avait été déclarée inaliénable par un décret de 1935 et les Bronicky touchaient une forte subvention pour son entretien. J'étais épouvanté. L'idée de perdre Lila était d'une cruauté qui me paraissait incompatible avec tout ce que je savais de l'humain. Les mois, ou même les années que j'allais être obligé de vivre loin d'elle me révélaient l'existence d'une durée qui n'avait plus aucun rapport avec ce que j'étais capable de calculer. Mon oncle, qui me voyait dépérir au fur et à mesure qu'approchait l'heure fatale, tenta de m'expliquer qu'il y avait dans la littérature des exemples d'amour qui avaient survécu à des années de séparation, chez les personnes particulièrement atteintes. Il vaut mieux qu'ils partent définitivement. Tu viens d'avoir 17 ans. Tu dois te faire une vie. Et on ne peut pas vivre seulement d'une femme. Depuis des années, tu ne vis que pour elle et par elle. Et même chez ces fous de Fleury, comme on nous appelle, il faut un peu de raison. Ce qui se dit aussi en français, se faire une raison. Bien que je sois le premier à reconnaître que c'est une expression qui pue le renoncement, l'abandon et la soumission, et que si tous les Français se faisaient une raison, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de France. La vérité, c'est qu'il ne faut ni trop de raison, ni pas assez de folie. Mais j'avoue que ni trop ni pas assez, c'est peut-être une bonne recette pour le Clos Joli et l'ami Marcelin lorsqu'il est à ses fourneaux, mais il faut parfois savoir perdre la tête. Mazette, me voilà en train de te dire le contraire de ce que je voulais. Autant souffrir un bon coup pour en finir, et même si tu dois aimer cette fille toute ta vie, il vaut mieux qu'elle s'en aille à tout jamais. Ça ne fera que l'embellir. J'étais en train de rafistoler son oiseau bleu qui s'était cassé la gueule la veille. Qu'est-ce que vous essayez de me dire au juste, mon oncle? Vous me conseillez de raison garder, ou de garder ma raison de vivre? Il baissa le nez. Bon, je me tais. Je suis le dernier homme à te donner des conseils. Je n'ai jamais aimé qu'une femme dans ma vie, et comme ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle ne vous aimait pas? Ça n'a pas marché parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Je l'avais bien en tête. Je la voyais tous les jours dans ma tête pendant 30 ans. Mais ça ne s'est pas trouvé. On ne s'est pas rencontré. L'imagination vous joue parfois de vrais tours de cochon. C'est vrai pour les femmes, pour les idées et pour les pays. Tu aimes une idée, elle te semble la plus belle de toutes. Et puis quand elle se matérialise, elle ne se ressemble plus du tout, ou même devient carrément de la merde. Ou encore, tu aimes tellement ton pays qu'à la fin tu ne peux plus le souffrir, parce que ce n'est jamais le bon. Il rigola. Et alors, on fait sa vie de ses idées et de ses rêves, des cerfs-volants. Il ne nous restait plus que quelques jours, et nos adieux étaient faits de regards au bois, étangs et vieux chemins que nous n'allions plus revoir ensemble. La fin de l'été avait des teintes douces, comme si elle ne manquait pas de tendresse à notre égard. Le soleil lui-même semblait avoir de la peine à nous quitter. Je voudrais tellement faire quelque chose de ma vie, me disait Lila, comme si je n'étais pas là. C'est seulement parce que tu ne m'aimes pas assez. Bien sûr que je t'aime, Ludo, mais c'est bien cela qui est terrible. C'est terrible parce que ça ne me suffit pas, parce que je continue encore à penser à moi-même. Je n'ai que 18 ans, et déjà je ne sais pas aimer, sinon je ne penserai pas tout le temps à ce que je ferai de ma vie, je m'oublierai complètement. Je ne songerai même pas à être heureuse, si je savais aimer vraiment, je ne serais pas là. Il n'y aurait plus que toi. Il n'y aurait plus que toi. Le vrai amour, c'est quand il n'y a plus que l'autre. Alors, voilà. Son visage prit une expression tragique. Je n'ai que 18 ans, et déjà, je n'aime pas, s'exclama-t-elle, et elle éclata en sanglots. Je n'étais pas trop émue. Je savais que depuis quelques jours, elle avait renoncé d'abord aux études de médecine, ensuite à celles d'architecture, pour entrer au conservatoire d'art dramatique de Varsovie et devenir rapidement une gloire nationale du théâtre polonais. Je commençais à la connaître, et je savais que mon devoir était d'apprécier en connaisseur la sincérité de sa voix.
de son chagrin et de son désarroi. C'est tout juste si elle ne me demandait pas, cependant qu'elle écartait la mèche de cheveux d'un mouvement qui reste pour moi à ce jour le plus beau geste d'une femme, me guettant. C'est tout juste si elle ne me demandait pas, cependant qu'elle écartait la mèche de cheveux d'un mouvement qui reste pour moi à ce jour le plus beau geste de femme, me guettant d'un coin de bleu. Tu ne trouves pas que j'ai du talent? Et j'étais prêt à tous les sacrifices pour sauver à ses yeux la grandeur sublime des sommets. Après tout, j'avais affaire à une fille dont l'idole, Chopin, était allé aggraver sa tuberculose dans l'humidité de Majorque en hiver, pour le bon plaisir de George Sand, et qui m'avait souvent rappelé, les yeux brillants d'espoir, que les deux plus grands poètes russes, Pouchkine et Lermontov, s'étaient fait tuer dans des duels, le premier à 36 ans et le second à 27, que Hölderlin était devenu fou d'amour, et que von Kleist était mort dans un pacte de suicide avec sa bien-aimée. Tout cela, me dis-je, mêlant pour une fois slave et allemand, c'est des histoires de Polonais. Je lui pris le bras, et j'essayai de la rassurer, cependant que je sentais sur mes lèvres quelque chose qui commençait à ressembler fortement au sourire narquois de mon oncle Ambroise. C'est peut-être seulement parce que tu ne m'aimes pas, lui répétai-je. Alors, évidemment, ce n'est pas ce que tu attendais. Mais ça viendra. Ce sera peut-être Bruno, ou Hans, que tu vas revoir bientôt, puisqu'on dit que l'armée allemande est à pied d'œuvre à la frontière de la Pologne. Ou bien tu rencontreras quelqu'un d'autre que tu aimeras vraiment. Elle secoua la tête, en larmes. Mais non, justement, je t'aime, Ludo, je t'aime vraiment. Mais ce n'est pas possible que ce soit seulement ça, aimer quelqu'un. Ou alors, je suis une médiocre. J'ai un tout petit cœur, je suis superficielle, incapable de profondeur, de grandeur, de bouleversement. Je me rappelai les conseils de mon oncle, et, reprenant en quelque sorte d'une main ferme la ficelle de mon beau cerf-volant pour l'empêcher d'aller se perdre dans cette tourmente slave, je l'attirai à moi. Mes lèvres collées aux siennes, ma dernière pensée consciente fut que si ce que Lila me donnait n'était pas, ainsi qu'elle me l'avait cité, le vrai, le grand amour, eh bien alors la vie était encore plus prodigue de beauté, de joie et de bonheur que je ne l'avais imaginé. Elle partit le soir même pour Paris. Ce n'est pas avec préméditation, mais non sans sourire, que je mêle ainsi grammaticalement elle et vie, où l'attendaient ses parents, et où, mis au pied du mur, les Radziwill, Sapietsza, Potocki et Zamoyski avaient patriotiquement renoncé aux poursuites afin de ne pas ternir un des noms les plus illustres de la Pologne, à un moment où des hommes d'État moins portés sur l'honneur s'abandonnaient à la honte et s'inclinaient à Munich devant la canaille nazie. Je me rendis une fois encore au manoir des Jarres. Tad et Bruno veillaient à l'emballage des objets d'art et aux détails, parmi desquels le règlement des salaires des jardiniers et des domestiques posait quelques problèmes difficiles. Le portrait du colonel, comte Jan Bronicki, à Samosiera, déjà descendu du mur, attendait la mise en caisse et le retour à la terre natale. Podlewski errait de pièce en pièce, choisissant le mobilier qui allait être vendu pour payer les salaires et régler l'ardoise au clos joli que Marcelin Duprat refusait d'oublier. Les fournisseurs du clos et de Cléry n'étaient pas davantage enclins à se laisser fléchir et cherchaient à s'emparer de tout ce qui pouvait les dédommager. Les choses devaient s'arranger quelques semaines plus tard, lorsque Genitschka accepta enfin de se séparer d'un souvenir en diamant, et une bonne partie du mobilier, dont le piano et le globe terrestre, fut même laissé sur place, dans l'espoir d'un retour au manoir, mais en attendant, Bruno se désespérait à l'idée qu'il risquait de perdre son Steinway dans l'affaire. Quant à Tad, plus préoccupé des événements politiques que de ces questions matérielles, il m'accueillit assis, une pile de journaux sur les genoux. « Nous ne reviendrons sans doute plus ici, » me dit-il. « Mais ce n'est rien, car je crois que bientôt des millions d'hommes ne reviendront jamais nulle part.
Il n'y aura pas de guerre, dis-je fermement, car j'étais prêt à tout pour revoir Lila. L'été prochain, j'irai vous rendre visite en Pologne. S'il y a encore une Pologne, dit Tad. Maintenant que Hitler a pris toute la mesure de votre lâcheté, il ne s'arrêtera plus. Bruno mettait ses partitions dans une caisse. Le piano est foutu, me dit-il. L'égoïsme sacré, grommela Tad. Celui-là, alors. Le monde peut crouler, la seule chose qui compte, c'est encore un peu de musique. La France et l'Angleterre ne le permettront pas, dis-je. Et Tad devait bien avoir raison de parler d'égoïsme sacré, puisqu'il m'apparut aussitôt avec évidence que ce que j'entendais par la France et l'Angleterre ne le permettront pas était que ma séparation avec Lila fut définitive. Tad jeta avec dégoût la pile de journaux par terre. Il m'observa avec à peine moins de déplaisir. Oui, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. On pourrait ajouter aussi « Heureux sont ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. » La poésie prendra la relève de la musique, et la force irrésistible de la culture va balayer Hitler. C'est foutu, mes enfants. Il me regarda encore, et ses lèvres se plissèrent. Tu seras le bienvenu l'été prochain à Grodeck, dit-il. Il est possible que je me trompe. Je méconnais sans doute la toute-puissance de l'amour. Il y a peut-être des dieux de moi inconnus qui tiennent à ce que rien ne vienne empêcher la réunion des amants. Ah, merde. Merde. Comment avez-vous pu capituler ainsi? Je lui annonçai que mon oncle, tout pacifiste et objecteur de conscience qu'il était, venait d'abandonner, à cause de Munich, la présidence d'honneur des cerfs-volants de France. Qu'est-il d'étonnant à cela? Me lança-t-il. C'est justement ce que l'on appelle un objecteur de conscience. Enfin, qui sait, ça peut encore traîner 2 ou 3 ans. Alors, à l'année prochaine, Ludo. À l'année prochaine. Nous nous embrassâmes, et ils m'accompagnèrent jusqu'à la terrasse. Je les revois, tous les deux, la main levée, me faisant un signe. J'étais certain que Tad se trompait, et je le plaignais un peu. Il aimait passionnément l'humanité entière, mais au fond, il n'avait personne. Il croyait au malheur parce qu'il était seul. L'espoir a besoin d'être deux. Toutes les lois des grands nombres commencent dans cette certitude. Chapitre 13. Ce fut au cours de l'hiver 1938-1939 que ma mémoire s'affirma d'une façon qui justifia les pires appréhensions autrefois exprimées par M. Herbier, lorsqu'il était venu avertir mon oncle que ce garçon semble totalement dénué de la faculté d'oubli. Je ne sais s'il en était vraiment ainsi de tous les fleuris, comme je l'avais si souvent entendu affirmer, puisque cette fois il ne s'agissait ni de la liberté, ni des droits de l'homme, ni de la France, laquelle était encore là et n'exigeait en apparence aucun effort particulier de mémoire. Lila ne me quittait plus. J'avais repris mes travaux de comptabilité au Clos Joly, auxquels vinrent s'ajouter d'autres, dans diverses entreprises commerciales de la région, pour mettre de côté l'argent nécessaire à mon voyage en Pologne. Je m'occupais de la ferme, mais pendant tout ce temps la présence de Lila à mes côtés prenait une telle réalité physique que mon oncle, ironie ou non, en était venu à mettre un troisième couvert sur la table, pour celle qui n'était pas là d'une manière aussi présente. Il consulta le docteur Gardieux, lequel parla d'un état obsessionnel et recommanda la course à pied et des sports d'équipe. Je ne m'étonnais pas de l'incompréhension du praticien, mais j'étais peiné par l'attitude de mon tuteur, bien que connaissant sa vieille méfiance envers toutes ces fidélités absolues qui avaient déjà causé au nôtre tant de malheur. Nous eûmes quelques prises de bec. Il prétendait que ce voyage en Pologne que je projetais, l'été venu, me réservait la pire des déceptions et que, d'ailleurs, l'expression même « premier amour », par définition, signifie quelque chose qui est appelé à finir. Il me semblait cependant que mon oncle me contemplait parfois non sans fierté. « Enfin, s'il te manque de l'argent pour le voyage, finit-il par me dire, je t'en donnerai. Il faut aussi que tu t'achètes quelques fringues,
car il n'est pas question d'aller chez ces gens-là vêtus comme un clochard. Au cours de l'hiver, Lila m'écrivit quelques lettres, de plus en plus courtes, puis ce ne furent que des cartes postales. C'était normal, nous allions bientôt être réunis, et la brièveté même de ces mots, nous t'attendrons tous. Nous t'attendons tous. Je suis si heureuse à l'idée que tu connaîtras enfin la Pologne. Nous pensons à toi. Juin arrive, paraissait raccourcir le temps et sauter par-dessus les mois et les semaines. Et puis, jusqu'à mon départ, il y eut un long silence, comme pour abréger les dernières semaines de l'attente. Je pris le train à Cléry, le 20 juin. Mon oncle m'accompagna à la gare, et il n'y eut qu'un mot, alors que nous roulions côte à côte sur nos vélos. Tu verras du pays. Le pays, les pays, la terre entière était mon dernier souci. Le monde n'était pas du voyage. Je ne songeais qu'à me retrouver entier, retrouver les 2 bras qui me manquaient. Lorsque le train s'ébranla et que je me penchai à la fenêtre, Ambroise Fleury me cria: J'espère que tu ne tomberas pas de trop haut et que je ne te récupérerai pas tout cabossé et mal en point, comme notre vieux Quatremer. Tu te souviens? Je ne me souviens jamais de rien, vous le savez bien, lui lançai-je, et nous nous sommes quittés ainsi, dans un éclat de rire. Chapitre 14. Je n'étais encore jamais sorti de mon trou normand. Je ne connaissais du monde que sa géographie, et de l'histoire que ce que j'en avais appris dans les manuels, ou en regardant le nom de mon père et celui de son frère Robert sur le monument aux morts de Cléry, ou encore en écoutant mon tuteur, lorsque celui-ci me commentait tel ou tel de ses cerfs-volants. Il ne me venait pas à l'idée de penser à l'histoire au présent. Je ne connaissais de la politique et de ceux qui la faisaient que les visages d'Édouard Herriot, d'André Tardieu, d'Édouard Daladier, de Pierre Laval, de Pierre-Étienne Flandin ou d'Albert Sarraut, qu'il m'arrivait d'entrevoir lorsque je sortais du petit bureau de Marcellin Duprat, au Clos Joly. Je savais, certes, que l'Italie était fasciste, mais lorsque j'apercevais parfois sur un mur l'inscription « À bas le fascisme », je me demandais ce qu'elle venait faire là, puisqu'on était en France. La guerre civile en Espagne, dont Tad m'avait si souvent parlé, me paraissait une affaire lointaine. C'étaient d'autres gens, d'autres mœurs. Et d'ailleurs, tout le monde le savait, et ne cessait de le répéter, que les Espagnols avaient, en quelque sorte, le sang dans le sang. J'avais été indigné par Munich, l'année précédente, surtout parce que Hans était allemand, et que j'avais ainsi, me semblait-il, perdu un point dans la rivalité qui nous opposait l'un à l'autre. La seule chose dont j'étais sûr, c'était que la France n'allait jamais laisser tomber la Pologne, ou, plus exactement, Lila. Il peut paraître difficile aujourd'hui de concevoir une telle ignorance et une telle indifférence chez un jeune homme de 18 ans. Mais la France était encore, en ce temps-là, celle de la grandeur, de force tranquille, de prestige, et si sûre de sa mission spirituelle que la chose la plus normale à mes yeux était de la laisser s'occuper d'elle-même, ce qui épargnait, me semblait-il, aux Français tous les soucis. Je ne puis même dire que j'étais dans ce domaine inculte, bien au contraire. Simplement, l'enseignement public obligatoire m'avait trop bien appris que rien de ce qui était liberté, dignité et droits de l'homme ne pouvait être menacé tant que notre pays demeurait fidèle à lui-même, ce qui pour moi ne faisait pas de doute, ayant retenu tout ce qu'on m'avait enseigné. Les échos de ce qui se passait chez nos voisins, si près de nous, certes, mais en dehors de nos frontières, ne suscitaient chez moi qu'un étonnement, mêlé de dédain, et confirmait à mes yeux notre supériorité. Du reste, tant mon oncle que Marcellin Duprat et tous mes maîtres à l'école s'accordaient pour affirmer que le régime de dictature n'avait aucune chance de durer, car il ne bénéficierait pas du soutien populaire. Le peuple
était pour Ambroise Fleury une notion sacrée, qui portait déjà en elle-même, en puissance, la chute de Mussolini, de Hitler et de Franco. Personne ne voyait dans le fascisme, dans le nazisme, Personne ne voyait dans le fascisme et dans le nazisme des régimes populaires. Une telle idée eût été une véritable négation de tout ce qui constituait la base même de l'enseignement public obligatoire. Le pacifisme résolu de mon tuteur avait fait le reste. Je sentais bien, parfois, chez lui, une certaine confusion et des attitudes contradictoires. Ainsi, il admirait Léon Blum parce que celui-ci avait refusé d'intervenir dans la guerre d'Espagne. Et pourtant, il fut pris de fureur au moment de Munich. Je finis par me dire que, malgré tous ses efforts, il avait succombé à cette occasion à la mémoire historique des Fleury, et que même les 30 années qu'il avait passées dans son emploi pacifique de facteur rural ne l'avaient pas mis à l'abri des rechutes. J'étais donc on ne peut plus mal préparé à la vue de cette Europe de 1939 que je traversais. À la frontière italienne, grouillante de chemises noires, de poignards et d'emblèmes fascistes, je me vis confisquer mon canif, pourtant long de 7 centimètres à peine. Les perrons des gares résonnaient du pas des détachements militaires. Un compatriote me traduisit un éditorial de Malaparte qui parlait de la frange dégénérée, qu'il comparait à une fille soumise. Peu après la frontière autrichienne, un petit homme triste et chauve qui avait pris place dans mon compartiment fut prié de quitter le train, ce qu'il fit en pleurant. Les croix gammées étaient partout, sur les drapeaux, sur les brassards. Sur les murs et sur toutes les affiches, je rencontrais le regard de Hitler. Lorsqu'on contrôlait mon passeport et mes visas, et que l'on voyait que ma destination était la Pologne, les regards devenaient durs, et on me rendait mes papiers d'un geste sec et d'un air méprisant. À 2 reprises, les fenêtres du wagon furent obturées à l'aide d'un adhésif spécial, et les appareils de photo ramassés et gardés pendant toute la durée du parcours. Sans doute le train longeait-il quelques zones militaires. Des SS qui avaient pris place en face de moi pendant le trajet de Vienne à Bratislava jetaient à mon béret français des regards amusés et me saluèrent en sortant d'un Sieg Heil de victoire. Ce fut dès que le train s'arrêta à la première gare en Pologne que l'atmosphère changea brusquement et totalement. Mon béret lui-même parut avoir changé d'expression, sinon de nature. Les voyageurs polonais lui jetaient des regards d'amitié. Ceux qui, ne connaissant pas le français, ne disposaient d'aucun autre moyen de me manifester leur sympathie, me tapaient sur l'épaule, me serraient la main et partageaient avec moi leur bière et leurs victuailles. Pendant le parcours jusqu'à Varsovie, et ensuite, ayant changé de train, tout le long du corridor que la Vistule suivait jusqu'à la Baltique, j'entendis plus de Vive la France que je n'en avais ouï dans toute ma vie. Les Bronicky m'avaient télégraphié qu'ils allaient m'accueillir à la gare et, dès que le contrôleur vint m'annoncer que nous approchions de Grodeck, je passai de mon wagon de 3e classe dans celui de première, d'où je m'apprêtais à descendre avec la dignité qui convenait. Marcelin Duprat m'avait prêté une valise en vrai cuir et, après m'avoir rappelé qu'après tout, tu vas représenter la France là-bas, il m'avait suggéré de coudre soit au revers de mon veston, soit même à mon béret, l'écusson tricolore du Clos Joly, avec ses 3 étoiles, ce que je fis mine d'accepter, mais garder l'emblème dans ma poche, n'ayant pas encore, à cette époque, le moindre pressentiment de ce qui allait constituer un jour la dernière grandeur universellement reconnue de mon pays. Il ne serait alors venu à l'esprit de personne, malgré la notoriété de Marcelin Duprat, de considérer ce dernier comme un visionnaire, et ce que le maître appelait le 3 étoiles de France était loin de briller du même éclat qu'aujourd'hui. À part quelques paysans avec leurs cajots, il ne restait presque plus personne dans le train, lorsque celui-ci s'arrêta à la petite gare en briques rouges de Grodeck. Pourtant, quelques personnalités officielles devaient être attendues, car, ayant pris pied sur le perron, je me trouvai dans une fanfare militaire d'une dizaine d'hommes. Je vis aussi que le toit de la gare était décoré de drapeaux français et polonais entrecroisés, et,
À peine ai-je eu fait un pas avec ma valise, la fanfare se lança dans une marseillaise, suivie de l'hymne polonais, que j'écoutais au garde à vous, ayant vite ôté mon béret, tout en louchant pour tenter d'apercevoir la personnalité française que l'on accueillait ainsi. Je voyais Stas Broniki, nu-tête, le chapeau sur le cœur, écoutant l'hymne national. Lila, qui me fit un signe de la main. Tad baissait les yeux et, visiblement, éprouvait beaucoup de peine à ne pas pouffer de rire. Derrière eux, Bruno, avec son éternel air un peu perdu, me regardait avec un sourire qui était à la fois amitié et gêne, dont je n'ai compris la raison que lorsqu'une petite fille enrubannée de tricolore me remit un bouquet de fleurs bleues, blanches et rouges, et articula avec application en français. Vive la France éternelle et l'amitié immortelle du peuple français et du peuple polonais. Ce qui me parut faire beaucoup d'éternité et d'immortalité à la fois. Ayant enfin compris que c'était bien moi qui étais l'objet de cet accueil quasi officiel, et après un moment de panique, car c'était la première fois que je représentais la France à l'étranger, je répondis bravement en polonais. Nic zich Polska. Vive la Pologne. La petite fille éclata en sanglots. Les musiciens de la fanfare rompirent leur rang et s'approchèrent pour me serrer la main. Stas Broniki vint me donner l'accolade. Lila se jeta à mon cou. Bruno me donna une bise et s'effaça. Et lorsque l'enthousiasme patriotique de tout le monde se fut calmé, Tad me prit par le coude et me glissa à l'oreille. Tu vois, c'est comme si c'était déjà gagné. Il y avait dans sa raillerie un tel accent de détresse qu'en ma qualité toute nouvelle de représentant de la France, je me sentis indigné, dégager son bras et lui lancer. Mon cher Tad, il y a ce qu'on appelle le cynisme, et il y a ce qu'on appelle l'histoire de la France et de la Pologne. Les deux ne vont pas ensemble. D'ailleurs, il n'y aura pas de guerre, intervint Bronicky. Le régime hitlérien est sur le point de s'écrouler. Je crois me souvenir que Churchill a dit quelque chose à ce propos devant le Parlement britannique au moment de Munich, grommela Tad. Il a dit « Vous aviez à choisir entre la honte et la guerre. Vous avez choisi la honte et vous aurez la guerre. » Je tenais la main de Lila dans la mienne. « Eh bien, nous la gagnerons, dis-je, et je fus récompensé d'un baiser sur la joue. Je sentais presque le poids de ma couronne de Français sur la tête. Lorsque je me rappelai que Marcelin Duprat avait osé me suggérer de me rendre en Pologne avec l'écusson de son clos-joli cousu sur ma poitrine, je regrettais de ne pas lui avoir donné une paire de claques. À force de recevoir dans son auberge tout ce que la Troisième République comptait comme personnalité, ce cuistot avait perdu le sens de la grandeur de son pays et de ce que celui-ci représentait aux yeux du monde. Pendant le parcours de la gare au château dans une vieille Ford conduite par Bronicky lui-même, la pancarte bleue avait été saisie par les créanciers à Cléry. Avec Lila à mon bras, je donnais à mes amis les dernières nouvelles de France. Jamais la nation ne s'était sentie plus sûre d'elle-même. Les aboiements de Hitler faisaient rire. Il n'y avait nulle part trace de nervosité et même d'appréhension. Le pays entier, tranquillement confiant dans sa force, semblait avoir acquis une qualité nouvelle que l'on qualifiait autrefois de flegme anglais. Le président Lebrun a eu un geste moqueur qui, paraît-il, a mis Hitler hors de lui. Il est allé visiter la plantation de roses que nos soldats ont fait pousser sur la ligne Maginot. Lila était assise à mes côtés, et ce profil si pur sur le fond de la chevelure claire, ce regard qui était comme la fin de toutes les questions et de tous les doutes, éveillait en moi une certitude de victoire, qui n'était pas, elle, illusoire, car elle ne pouvait connaître et ne connaîtrait jamais de défaite. Il y a ainsi jusqu'à ce jour au moins une chose sur laquelle je ne me suis pas trompé dans ma vie. Hans me dit que les chefs de l'armée allemande n'attendent qu'une occasion pour se débarrasser de Hitler, dit-elle. J'appris ainsi que Hans était au château. Putain de merde, pensai-je soudain, et je n'eus même pas honte de cette chute de pensée élevée, ou plutôt de cette irrésistible poussée de fureur populaire. Je ne sais pas si l'armée allemande va se débarrasser de Hitler, mais je sais qui va se débarrasser de l'armée allemande, déclarai-je.
Je crois bien que je pensais « c'est moi ». Je ne sais si c'était l'ivresse de l'accueil patriotique qui venait de m'être fait, ou la main de Lila dans la mienne qui me faisait perdre la tête. Nous sommes prêts, ajoutai-je, me réfugiant dans le pluriel, par pur souci de modestie. Thad se taisait, avec un de ses sourires minces qui accentuait encore davantage son profil d'aiglon. J'avais du mal à tolérer son expression sarcastique. Bruno tenta de détendre un peu l'atmosphère. « Et comment vont Ambroise Fleury et ses cerfs-volants » demanda-t-il. « Je pense souvent à lui. C'est vraiment un pacifique. » « Mon oncle ne s'est jamais remis de la guerre 14-18, expliquai-je. C'est un homme d'une autre génération, celle qui a connu trop d'horreurs. Il se méfie des grands élans, et il trouve que les hommes doivent tenir même leurs plus nobles idées au bout d'une solide ficelle. Sans ça, selon lui, des millions de vies humaines vont se perdre dans ce qu'il appelle la poursuite du bleu. Il ne se sent bien qu'en compagnie de ses cerfs-volants. Mais nous, les jeunes Français, nous ne nous contentons pas de rêves en papier, ni même de rêves tout court. Nous sommes armés et prêts à défendre non point nos rêves, mais nos réalités. Et ces réalités s'appellent liberté, dignité et droits de l'homme. Lila retira doucement sa main de la mienne. Je ne sais si elle se sentait gênée par mon emballement patriotique et mon verbiage, ou si elle était un peu vexée parce que je paraissais l'avoir oubliée. Et je ne l'avais pas oubliée. Je parlais d'elle. Chapitre 15. Le château des Broniquets ressemblait à une forteresse, ce qu'il fut d'ailleurs autrefois. Il se trouvait à quelques centaines de mètres de la Baltique et à 10 kilomètres à peine de la frontière allemande. Il était entouré d'un parc, d'une forêt de pins et de sable. Le fossé existait encore, mais un large escalier et une vaste terrasse avaient été bâtis à l'emplacement de l'ancien pont-levis. Les murs et les vieilles tours avaient été rongés par l'histoire et l'air marin. Dès que je pénétrai dans le hall d'entrée, je me suis vu entouré de tant d'armures, oriflammes, boucliers, arquebuses, hallebardes et emblèmes que j'eus l'impression d'avoir le cul nu. Je venais de faire quelques pas à peine dans ce décor de vente aux enchères lorsque j'aperçus Hans, assis dans un fauteuil tapissé, à côté d'une table de marbre. Il portait un chandail, une culotte de cheval, des bottes, et lisait un illustré anglais. Nous nous saluâmes de loin. Je ne comprenais pas sa présence ici, alors que je savais qu'il était élève d'une académie militaire à Prutzen, et que la tension entre la Pologne et l'Allemagne croissait de semaine en semaine. Lila m'expliqua que le pauvre Chou était en convalescence à la suite d'une pneumonie dans la propriété de son oncle, Gorg von Thiel, à l'autre côté de la frontière, qu'il franchissait de temps en temps à cheval par des chemins qu'il connaissait depuis son enfance, pour se rendre chez ses cousins polonais, ce qui, pour moi, signifiait tout simplement qu'il était toujours aussi amoureux de sa cousine. Je trouvais Lila changée. Elle venait d'avoir 20 ans, mais, ainsi que Thad me l'avait confié, elle continuait à rêver d'elle-même. « Je veux faire quelque chose de ma vie », me répétait-elle. Une fois, je pus m'empêcher de lui lancer. « Eh bien, attends au moins que je sois parti. » Je ne sais vraiment d'où je tenais l'idée que l'amour pouvait être tout l'œuvre et tout le sens de l'existence. Sans doute avais-je hérité de mon oncle ce manque total d'ambition. Peut-être aussi ai-je aimé trop tôt, trop jeune, de tout mon être, et qu'il ne restait plus en moi la place pour rien d'autre. Il y avait bien des heures de lucidité où la pauvre réalité et la banalité de ce que j'étais me paraissaient aussi éloignées que possible de ce que pouvait attendre de la vie cette blonde tête rêveuse qui reposait sur ma poitrine, les yeux fermés, le sourire aux lèvres, perdu sur je ne sais quel chemin glorieux de l'avenir. Je pressentais qu'elle trouvait dans ma simplicité même quelque force rassurante. Mais il n'est pas facile de se faire à l'idée qu'une femme tient à vous parce que vous êtes pour elle une façon de coller à la terre, plutôt que de s'élever trop haut. Après toute une journée passée à se chercher dans la forêt, ainsi qu'elle me le disait, elle venait me rejoindre dans ma chambre
et se serrer contre moi tristement, comme si j'étais pour elle une réponse résignée à toutes les questions qu'elle se posait. Aime-moi, Ludo, c'est tout ce que je mérite. Je serai probablement une de ces femmes qui ne sont bonnes qu'à être aimées. Quand j'entends une voix d'homme murmurer derrière moi, qu'elle est donc jolie. C'est comme si on m'annonçait que toute ma vie tiendrait dans un miroir, et comme je n'ai aucun talent pour rien. Elle me toucha le bout du nez. Sauf pour toi. Je ne serai jamais Madame Curie. Je vais m'inscrire cette année à la faculté de médecine. Avec un peu de chance, je vais peut-être un jour guérir quelqu'un. Je ne retenais qu'une seule chose de sa tristesse. Je n'étais pas assez. Assise sous les grands pins au bord de la Baltique, Lila rêvait d'elle-même, un brin d'herbe entre les dents, et il me semblait que ce brin d'herbe, c'était moi, que j'allais être jeté au vent d'un moment à l'autre. Elle se fâchait lorsque je lui murmurais « Tu es toute ma vie ». Et je ne savais pas si c'était de la banalité de l'expression qui l'indignait, ou la petitesse d'une telle unité de mesure. Allons, Ludo, d'autres hommes ont aimé avant toi. Oui, je sais, j'ai eu des précurseurs. Je crois aujourd'hui qu'il y avait chez mon amie une volonté confuse qu'elle était incapable de formuler, celle de ne pas être réduite à sa seule féminité. Comment pouvais-je comprendre, à mon âge, et si peu informé du monde où je vivais, que le mot féminité pouvait être une prison pour femme? Tad me disait. Politiquement, ma sœur est une analphabète, mais sa façon de rêver elle-même est celle d'une révolutionnaire qui s'ignore. À la mi-juillet, Tad fut arrêté par la police, emmené à Varsovie et interrogé pendant plusieurs jours. On le soupçonnait d'avoir rédigé des articles subversifs dans une des gazettes interdites qui circulaient alors en Pologne. Il fut relâché avec des excuses sur ordre supérieur. Qu'il fût coupable ou non, il était impensable que le nom historique des Bronicki pût être mêlé à une telle affaire. Les rumeurs guerrières se faisaient chaque jour plus bruyantes, comme un roulement continu de tonnerre à l'horizon. Lorsque je me promenais dans les rues de Grodeck, des inconnus venaient me serrer la main, en apercevant au revers de mon veston le petit écusson tricolore dont j'avais enlevé, fil par fil, les mots clos jolis. Mais personne en Pologne ne croyait qu'après 20 ans à peine, l'Allemagne allait se précipiter vers une nouvelle défaite. Seul Tad était convaincu de l'imminence d'une conflagration mondiale, et je le sentais déchiré entre son horreur de la guerre et l'espoir qu'un monde nouveau allait naître des ruines de l'ancien. J'étais gêné, lorsque lui aussi, qui connaissait pourtant ma naïveté et mon ignorance, me demandait anxieusement « Crois-tu vraiment que l'armée française est aussi forte qu'on le dit chez nous ?» Il se rattrapait aussitôt dans un sourire. « Tu n'en sais rien, évidemment. Personne n'en sait rien. C'est ce que l'on appelle les impondérables de l'histoire. » De notre cachette au bord de la Baltique, où nous nous retrouvions lorsque le soleil le voulait bien, rien ne paraissait plus éloigné de nous que cette fin du monde dont quelques semaines à peine nous séparaient. Et pourtant, je sentais chez mon ami une nervosité, une terreur même dont je lui demandais en vain la raison. Elle secouait la tête, se collait à moi, les yeux agrandis, la poitrine agitée. « J'ai peur, Ludo, j'ai peur. » « De quoi ?» Et j'ajoutai, comme il se devait, « Je suis là. » Toutes les grandes sensibilités sont un peu prémonitoires, et Lila me murmura une fois, d'une voix étrangement calme. « La terre va trembler. » Pourquoi dis-tu cela? La terre va trembler, Ludo, j'en suis sûr. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre dans cette région, c'est un fait scientifique. Rien ne me donnait plus de force tranquille et de confiance en moi-même que ces instants, lorsque Lila levait vers moi un regard presque implorant. Je ne sais pas ce que j'ai. Elle se touchait la poitrine. Ce n'est plus un cœur que j'ai là, mais un lapin qui a peur. J'accusais la Baltique, les bains trop froids, les brumes marines. Et puis enfin quoi, j'étais là. Tout paraissait si calme. Les vieux pins nordiques se donnaient la main au-dessus de nos têtes. Les croissements des corbeaux n'annonçaient rien d'autre que la présence d'un nid et la tombée du soir.
Le profil de Lila sur son fond de blondeur traçait sous mes yeux la ligne du destin plus sûrement que tous les cris de haine et les menaces de guerre. Elle leva vers moi un regard grave. Je crois que je vais te le dire enfin, Ludo. Quoi donc? Je t'aime. J'ai mis quelque temps à me ressaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais tu avais raison. La terre vient de trembler. Tad, qui ne quittait presque plus son poste de TSF, nous observait tristement. Dépêchez-vous, vous vivez peut-être la dernière histoire d'amour d'un monde. Mais très vite, nos jeunes années reprenaient leur droit. Il y avait au château un véritable musée de costumes historiques qui occupait 3 pièces de l'aile dite du souvenir. Ses armoires et ses vitrines étaient pleines de défroques d'un passé vénéré. J'endossais un uniforme de chevaux légers. Tad se laissait convaincre et mettait la tenue d'un des cosinieri, ces paysans qui avaient marché aux côtés de Kosciuszko, armés de leur seul faux contre l'armée du tsar. Il apparaissait dans une robe étincelante de broderie d'or, ayant appartenu à je ne sais quelle princière arrière-grand-mère. Bruno, déguisé en Chopin, se mettait au piano, et mon ami, riant aux éclats de cette mascarade, nous entraînait chacun à son tour dans une polonaise que les hauts miroirs qui avaient pourtant connu d'autres temps, d'autres mœurs, accueillaient avec bienveillance. Rien ne nous paraissait plus sûr que la paix du monde lorsqu'elle devenait le visage de mon ami. Pendant que je sautillais lourdement sur le parquet, Lila dans mes bras, tout était là, présent et à venir. C'est ainsi qu'un brave chevau léger normand flottait très haut au-dessus de la terre, auprès d'une reine dont l'histoire de la Pologne ne connaissait pas encore le nom, étant fort peu soucieuse en ces derniers jours de juillet 1939 des affaires de cœur. Nous quittions ensuite l'aile du souvenir pour nous élancer dans les allées du parc. Tad et Bruno s'éloignaient discrètement et nous laissaient seuls. La forêt commençait au bout de l'allée et murmurait tantôt de la voix de ses pins, tantôt de celle de la Baltique. Il y avait, parmi les bruyères géantes, des coins de terre et de roches où le temps ne paraissait jamais être venu. J'aimais ces lieux perdus dans je ne sais quelle rêverie secrète des âges géologiques qui les tenaient captifs. Le sable gardait encore des jours passés la marque de nos corps. Lila reprenait son souffle. Je fermai mes yeux sur son épaule. Et bientôt la vareuse blanche et rouge du chevau léger rejoignait dans les bruyères la robe royale, et il n'y avait plus ni mer, ni forêt, ni terre. Chaque étreinte sauvait la vie de tous ses périls et de toutes ses erreurs, comme si je n'avais connu jusque-là d'elle que de trompeuses simagrées. Quand la conscience revenait, je sentais mon cœur qui rentrait lentement au port, avec toute la tranquillité des grands voiliers après des années d'absence. Il suffisait, à la fin d'une caresse, que ma main quittât le sein de Lila et touchât une pierre ou l'écorce d'un arbre, pour qu'il n'y eût plus de dureté. J'essayais parfois d'aimer les yeux ouverts, mais les fermais toujours, car la vue prenait trop de place et encombrait mes sens. Lila s'écartait un peu de moi et laissait errer sur mon visage un regard non dépourvu de sévérité. Hans est plus beau que toi, et Bruno a beaucoup plus de talent. Je me demande pourquoi je te préfère à tous. Moi aussi, dis-je. Elle riait. Je ne comprendrai décidément jamais rien aux femmes, disait-elle.